sur le plateau télé de la mission locale du bassin d'emploi Grandvillers en collaboration avec les reporters Normandie Jeunes. Donc aujourd'hui, on va parler de 2 thématiques, la semaine des métiers de la solidarité et la semaine des métiers verts. Donc pour ça, nous allons accueillir plusieurs invités. Donc on commence par Johan, bonjour. Bonjour. Et Amélie, bonjour. Bonjour. Donc je vais déjà commencer par poser les questions à Johan, après on passera par vous. Donc Johan, est-ce que vous pouvez vous présenter et expliquer l'Agora, s'il vous plaît ? Donc je suis Johan Leclerc, je suis le responsable du centre social l'Agora. Donc l'Agora, c'est un centre social, c'est une structure de proximité ouverte à tous, dans laquelle on peut retrouver des services, des activités et des projets. Ok, très bien, merci. Et comment voyez-vous l'accompagnement des personnes ? L'accompagnement des personnes, on le voit d'abord par une qualité d'accueil, un accueil inconditionnel où on accueille tout le monde, quelle que soit leur demande, avec la possibilité d'informer et d'orienter. C'est de l'écoute et c'est aussi de pouvoir prendre le temps d'être avec les gens, de pouvoir s'entourer aussi des bonnes compétences qui seront nécessaires et de ne pas faire à la place, mais bien de faire avec. Ok, très bien. Et dernière question, quels sont les prochains projets pour l'Agora ? Oh là, ils sont nombreux. On a à la fois des projets culturels, des projets de séjour, on a de l'insertion. Ce que je vais plutôt dire, le point commun qu'on a dans tout ça, c'est de faire participer les usagers le plus possible et de favoriser d'une manière générale le lien social. Ok, parfait. Merci beaucoup pour vos réponses. Tout de suite, nous allons passer au reportage de Amélie sur l'EHPAD. Alors, je m'appelle Amélie Vincent, j'ai 41 ans et je suis infirmière coordinatrice en EHPAD depuis maintenant 6 ans. J'ai commencé par une formation d'infirmière en 2001, où j'ai été diplômée en 2004, ce qui m'a permis d'exercer au début le métier infirmier en centre hospitalier et ensuite en EHPAD. Pour des convenances personnelles, j'ai changé complètement de région, mais j'ai souhaité maintenir mon travail en EHPAD parce que c'est un domaine que j'ai découvert au cours de ma carrière et en fait avec lequel j'ai beaucoup accroché. Quand je suis arrivée ici, je suis arrivée dans la région avec quand même le projet d'être infirmière coordinatrice. L'établissement où j'avais travaillé en amont n'avait pas l'infirmière coordinatrice et donc on avait un peu le double casquette avec l'infirmière, on était 2, où on était l'infirmière de l'EHPAD et également un rôle de référent coordinateur. D'accord. Voilà. Donc c'était mon projet après une petite dizaine d'années de métier infirmier. Je suis donc arrivée ici, dans la région, j'ai trouvé un poste en EHPAD et j'ai pu bénéficier d'une formation, donc d'un diplôme universitaire que j'ai fait à l'université Paris-Descartes, d'infirmière coordinatrice en EHPAD et en SIAD. D'accord. À l'issue, voilà, l'objectif était de trouver un poste et donc j'ai trouvé un poste qui me correspond à ce jour. Un établissement type EHPAD, il y a besoin de beaucoup de professions différentes pour pouvoir apporter les besoins, répondre aux besoins nécessaires des résidents, des personnes qui sont accueillies. Si on prend, je dirais un petit peu à la base au niveau de l'accueil du soin, il va falloir des aides-soignantes pour apporter de l'aide au niveau du soin d'hygiène. On va avoir besoin d'infirmières pour apporter des soins infirmiers, la distribution des médicaments et autres soins s'il y a. On va avoir besoin d'agents de service hospitalier pour tout ce qui va être l'entretien des locaux, le service des repas, l'entretien du linge. D'accord. Il faut du personnel de cuisine pour préparer les repas. On a besoin d'agents techniques, puisque un établissement qui accueille des personnes, pour que l'établissement fonctionne correctement, il y a toujours une panne, une fuite d'eau, donc on a besoin d'un agent technique qui puisse intervenir. On a du personnel administratif pour répondre au téléphone, pour gérer tout ce qui va être la paye des salariés. On va avoir le directeur qui va chapeauter l'ensemble de l'établissement. On va avoir besoin d'une infirmière coordinatrice pour chapeauter la partie soignante, toujours sous le lien de la direction. D'accord. Après, on peut avoir des intervenants extérieurs pour, approfondir la prise en soin.
D'accord. Ça peut être une diététicienne sur tout le plan nutritionnel qui va accompagner l'équipe sur le plan alimentaire. Donc ça va être l'équipe cuisine à qui elle va donner des conseils, comment enrichir une alimentation. À l'équipe soignante, qu'est-ce qu'on peut proposer aussi en parallèle. Ça peut être une psychologue, parce qu'arriver en établissement pour les résidents, c'est pas toujours simple. Ils quittent leur domicile, l'environnement qu'ils ont toujours connu, qui est bien à eux, et l'arrivée en EHPAD est souvent synonyme de dépendance et aussi de fin de vie. Voilà. Donc pour eux, souvent ils disent que c'est leur dernière demeure. Il y a une étape à passer, donc la psychologue est là pour les accompagner. On peut avoir dans les établissements des ergothérapeutes qui sont là pour l'installation du matériel médical, le réglage du matériel médical, par exemple une personne en fauteuil roulant. Nous aider à adapter le bon matériel, à le régler à la personne. On peut avoir des psychomotriciens aussi. D'accord. On peut avoir, peut avoir des infirmières hygiénistes. Tout ce qui est établissement médico-social, comment dire, vous avez toujours des parties épidémiques. Oui. Donc avec la grippe, le Covid, il y a aussi, on a un établissement sanitaire, ce qui fait qu'il y a des règles d'hygiène à avoir. Donc tout ça, on est accompagné par une infirmière hygiéniste qui est là pour nous donner des conseils, pour nous aider à établir des protocoles et des procédures pour la prise en soin des résidents. Il faut avoir l'envie de travailler auprès des personnes âgées. C'est le point primordial. Quand vous avez envie de travailler avec eux, de prendre soin d'eux, d'être avec eux, c'est 75% de votre réussite. Ah oui, d'accord. Ouais. Pour moi, c'est primordial parce qu'il y a quand même des moments qui ne sont pas faciles pour le soignant. On peut accueillir des personnes avec des troubles cognitifs. C'est-à-dire que la personne en face de vous, le résident, ne va pas forcément comprendre ce que vous voulez lui demander, ce que vous voulez lui dire. Si vous n'avez pas la compassion, si vous n'avez pas la patience, l'empathie, ça peut être compliqué la collaboration. Il faut vraiment avoir envie. Quand on a envie, ça se passe toujours bien. Donc Amélie, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter et expliquer le quotidien en EHPAD et le rôle des personnels ? Alors, moi, je suis infirmière coordinatrice donc en EHPAD. Le quotidien des professionnels, donc nous avons plusieurs catégories en fait de professionnels dans l'établissement. Ceux en fait qui interviennent, on va dire, le plus sur la journée, ça va être le personnel soignant qui va accompagner les résidents dans les actes de la vie quotidienne. Ils sont en parallèle pris en charge par une infirmière qui, elle, va être plus sur le versant médical, thérapeutique, avec les traitements, la relation avec les médecins s'il y a besoin. En parallèle, donc, nous avons aussi une équipe d'animation qui, elle, se charge en fait de récréer les résidents avec toujours un objectif derrière qui va être le maintien du lien social, le maintien des acquis et de l'autonomie. Pour répondre aux besoins aussi quotidiens des résidents, on a besoin d'un service de cuisine. Donc confection des repas, service des repas. Nous avons aussi du personnel pour l'entretien des locaux. Également du personnel pour tout ce qui est un peu technique au niveau électricité, au niveau plomberie, au niveau de l'entretien des espaces verts. Et puis un service administratif avec du personnel plutôt comptabilité, du personnel accueil des visiteurs, des familles, des résidents. Ok. Qu'est-ce qu'accompagner les personnes âgées ? Accompagner les personnes âgées, ça va être répondre à leurs besoins, les aider dans les domaines en fait, où ils ont une perte d'autonomie, par exemple. Vraiment un accompagnement un petit peu sur tous les plans, selon le besoin de chacun. Ils n'ont pas tous les mêmes besoins. Très bien. Et dernière question. Quels sont vos niveaux de prise en charge ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez
par rapport à des besoins spécifiques, par exemple des personnes qui ont des maladies mentales ou des besoins réellement très spécifiques en termes d'handicap? Il existe sur le territoire des établissements avec des services qui accueillent des personnes avec des troubles spécifiques. L'établissement dans lequel je travaille, on accueille tout type de résidents, toutes pathologies confondues. Ça peut être des troubles cognitifs, ça peut être un isolement social ou une simple perte d'autonomie liée à l'âge. Ok, très bien. Merci beaucoup pour vos réponses. Tout de suite, on va regarder un reportage sur Emmaüs. Alors, je m'appelle Sébastien Juin, je suis responsable de site Emmaüs sur Granville-Terre-et-Mer. Alors, la structure d'Emmaüs Granville, c'est une structure qui s'appuie sur le travail bénévole, le travail des compagnons et le travail salarié moi-même. On intervient sur le territoire, comme je disais, de Granville-Terre-et-Mer. À chaque fois qu'on a des besoins et qu'on a la possibilité financière, on intègre des compagnons d'Emmaüs, des personnes qui sont hébergées grâce à la vente des différents dons. Dès qu'on a des besoins, on regarde le modèle économique de la structure et on se dit tiens, peut-être qu'on peut prendre une personne supplémentaire, puisque dès qu'on a de l'argent, elle nous sert juste à la transformer en modèle social. Mais là, dernièrement, je me rends compte que toutes ces personnes, elles sont amenées à évoluer, nous on les accompagne sur leur parcours d'insertion, et la structure a tellement grossi depuis 4 ans que on va avoir besoin d'un deuxième salarié. Voilà. Quels sont les besoins? En fait, c'est un travail assez polyvalent puisque ça peut s'apparenter à du travail social puisqu'on fait de l'accompagnement de personnes, voilà, sur différentes choses du droit commun, de la sécurité sociale, de l'accès au logement, de l'insertion professionnelle. Mais c'est aussi de la logistique puisque une ressourcerie, c'est du flux de marchandises. Il y a un flux entrant qui nous est donné puis un flux sortant, tout ce qu'on vend. Donc en fait, c'est plutôt un couteau suisse qu'on cherche. Il n'y a pas vraiment de fiche de poste. En soi, ça relève d'une fiche de poste, si je peux la catégoriser, de l'économie sociale et solidaire aujourd'hui. Voilà. Donc faut, je dirais, une tête bien faite. Faut pas rester les deux pieds dans le même sabot. Mais en gros, faut avoir faut être surtout dynamique et avoir une sensibilité sociale. Voilà les points les plus importants. Après, tous les métiers s'apprennent, quoi. Et quels conseils pour les jeunes vous pourriez donner qui sont intéressés par ce domaine social vraiment C'est un vrai métier, le social. C'est pas, on pourrait dire que le social, il suffit juste d'avoir un peu de bon sens, avoir envie d'aider, ça serait du social. Non, le social, c'est un métier qui s'apprend. Il y a des professionnels, il y a des éducateurs spécialisés, des assistants sociaux, il y a des animateurs aussi. C'est vraiment des fiches de poste et on doit se former pour faire ce métier-là parce qu'il y a des techniques, il y a un vocabulaire à apprendre. Il y a une protection aussi à avoir quand on va aider des personnes. Des fois, on va trop loin, on va pas assez loin, puis des fois, dans le coup, on peut faire plus de mal que de bien à la personne qu'on accompagne, et puis on peut se blesser nous aussi quand on accompagne les personnes, parce que on n'est pas assez armé, on n'a pas assez de réflexes pour faire face à des situations difficiles. Donc si on a l'envie, déjà, il faut passer par la formation. Pour moi, ça me paraît vraiment, vraiment important. Et c'est vrai dans le social, c'est vrai aussi dans le médico-social. Après, il faut y croire. Moi, je crois que mon parcours, il est pas du tout linéaire. Je croyais que j'étais cantonné. Moi, j'ai pas d'énormément de bons résultats. J'avais pris des voies professionnelles, mais en fait, ce qui veut rien dire. En fait, moi, je me mettais des barrières, vraiment des limites. Je me disais jamais j'arriverai à atteindre ce genre de choses. Bon, je l'ai atteint après 40 ans, quoi. Mais je l'ai atteint quand même, quoi. Mais j'aurais pu le faire à 30 ans. C'est juste que, il y a un moment, je me suis donné la peine je suis là, il faut se rassurer aussi avec les choses, il faut aller se confronter au milieu professionnel, aller voir, échanger avec des professionnels, faire des immersions chez des professionnels, parce que ça rassure, et puis des fois on rencontre des personnes qui vous disent mais non, tu vas y arriver. Tout à l'heure j'ai commencé par dire tous les métiers s'apprennent. En effet, mais elles se formalisent et vraiment on consolide sa pensée avec une formation, quoi. Moi j'ai tout le temps fait ça, j'ai commencé, tout à l'heure je parlais, je disais j'ai commencé par aller voir sur le terrain et après j'ai validé par une formation. Ça permet de tout remettre dans l'ordre. Et donc c'est ça, d'être curieux, d'avoir les envies et puis surtout de se former. Alors je trouve que on a traduire, on a souvent des stagiaires, aussi bien vous, là par exemple, dans le cadre de la semaine des solidarités, vous avez vu qu'il y a les collègues aussi du Greta.
qui viennent. Il peut y avoir les écoles. On a travaillé avec les différents lycées et collèges sur le territoire. Pour moi, c'est important de faire connaître notre structure et les valeurs qu'elle porte. Ça nous permet de communiquer sur ce qu'on fait. Ça permet d'être transparent. Parce qu'on nous donne plein de choses. Les gens disent, mais qu'est-ce qu'ils font de cet argent, Emmaüs? Avec le monde qu'il y a, il doit avoir plein d'argent. On a un modèle économique qui est juste à l'équilibre, puisqu'on est une association. Si l'argent rentre, elle sort aussi beaucoup, et pour du social encore une fois. Et en plus, quand on accueille des stagiaires, nous, ça nous fait vachement bien. Parce que ça nous ouvre aussi. C'est un regard qui est porté sur notre association. Et quand on vient nous questionner, forcément, ça nous fait nous remettre en question. Et puis, à partir de là, on se dit, ah oui, c'est vrai, pourquoi on fait ça depuis des années? Et qu'il y a quelqu'un qui met le doigt sur quelque chose. Donc, moi, je trouve que c'est toujours un échange qui est très enrichissant. Des personnes qui viennent découvrir, qui ont plein de questions, qui ça aide des fois, pour qui ça peut être un tremplin. Mais pour nous aussi, c'est hyper constructif, puisque ça nous permet de nous remettre en question. Donc, nous venons de regarder le reportage sur Emmaüs. Maintenant, on va passer sur une autre partie avec Élodie, Julie et Djeneba. Excuse-moi. Donc, on va d'abord commencer par Élodie. Je reviendrai vers vous, les filles, après. Donc, Élodie, est-ce que vous pourriez vous présenter et expliquer votre rôle ? Du coup, moi, je suis Élodie Mérimée, donc conseillère à la mission locale du bassin d'emploi Granvillers. J'interviens sur le secteur de Granville et aussi de Sartilly. Et du coup, mon rôle à la mission locale, c'est d'accompagner les jeunes qui ont entre 16 et 25 ans, la veille des 26 ans pour être exact, dans plusieurs possibilités, donc pour les aider dans leurs projets professionnels, que ce soit en lien avec la mobilité, les aides financières, sur différentes thématiques dont ils peuvent avoir besoin. Notre rôle à la mission locale, c'est qu'ils deviennent autonomes. Très bien, donc d'une certaine façon, vous avez un petit peu répondu à 2 autres questions, mais peut-être approfondir. Le but de la mission locale, quel est-il ? D'amener les jeunes vers l'autonomie, du coup, ça c'est la finalité. Et du coup, par ça, on passe par plusieurs thématiques. Donc, on aborde avec les jeunes tout ce qui va être lié à la mobilité, tout ce qui va être lié à leur projet professionnel, à l'emploi, la formation. Ça c'est effectivement ce qu'on aborde à la mission locale. On peut aussi aborder tout ce qui est en lien avec la culture, le loisir, la création d'entreprises. Vraiment, on aborde tous les sujets qui peuvent permettre aux jeunes de réaliser leurs projets, que ce soit professionnel ou personnel. Très bien. Autre question par rapport vraiment à la semaine des métiers. Quel a été votre ressenti et le rôle que vous avez joué lors de la semaine de la solidarité ? Plusieurs rôles, parce que du coup, sur la semaine des métiers de la solidarité, il y a le avant, donc toute l'organisation, donc être en lien avec les entreprises, trouver les jeunes qui vont participer sur la semaine, et puis trouver les entreprises qui vont aussi accueillir les jeunes sur place. Et puis si on doit faire des ajustements, parce que ça fait 3 ans du coup que cette semaine à thème existe sur la solidarité, et on l'a fait évoluer sur les 3 années, donc on refaire des petites mises au point. Après, pendant la semaine, c'est surtout un rôle d'accompagnement des jeunes vers les structures, donc ça va être de les véhiculer, ça va être de veiller à ce que tout le monde est bien en stage, d'être joignable si une entreprise a besoin de nous joindre parce qu'il y a un souci avec un stagiaire, ou si un stagiaire a un souci avec une entreprise. Ça peut être dans les 2 sens. Et sinon, le après, c'est faire les bilans, vérifier que les jeunes ont été contents de leur semaine et que ça leur a apporté des choses, et qu'est-ce que ça leur a apporté, pour qu'on en tire des conclusions. Et puis même chose du côté des entreprises. Vérifier ce qui leur ont plu, déplu, et s'ils ont des axes d'amélioration à proposer, et puis justement pour qu'on puisse mettre ça en place l'année suivante. Ok, parfait. Merci beaucoup pour vos réponses, Élodie. Djeneba, est-ce que tu peux te présenter et expliquer ta semaine de la solidarité, comment ça s'est passé ? Alors, je suis Djeneba Keïta. La semaine s'est super bien passée et c'était très bien. Ça m'a permis de... j'avais très peur des personnes âgées au début. Et du coup, ça m'a permis de convaincre cette peur. Et voilà. Ok. Qu'est-ce que tu as le plus aimé ? Alors,
J'ai beaucoup aimé le stage avec les enfants. Et ça m'a permis de de passer mon BAFA et après travailler avec les enfants. Ok, c'est cool. Et donc maintenant, tu travailles où? Alors, je travaille à Château-Bonheur avec les enfants. Et voilà. Donc cette semaine, elle t'a quand même permis de pas mal t'ouvrir les yeux et donc de trouver un futur travail. Oui, ça m'a beaucoup aidée parce que je connaissais pas vraiment. Et quand j'ai fait ce stage, après, j'ai passé le BAFA, ça a super bien passé. Ah bah super, merci beaucoup. Donc Julie? Oui. Alors, pareil, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Je m'appelle Julie, j'ai 22 ans. J'ai participé à la Semaine des Solidarités en octobre 2024. Donc, qu'as-tu pensé de cette semaine? Cette semaine était très enrichissante, justement. Découvrir un nouveau fonctionnement, de nouvelles entreprises. On a été bien accompagnés. Est-ce que tu avais des attentes particulières? Et si oui, est-ce qu'elles ont été satisfaites, ces attentes? J'avais aucune attente due à cette semaine et c'était bien quand même. Ok. Et est-ce que tu aurais quelque chose à rapporter, à modifier, à rajouter à cette semaine? Alors, si tu pourrais? Peut-être, si possible, en fonction de la mission locale et des entreprises, par exemple, si un jeune va, par exemple, en EHPAD, que la mission locale contacte le jeune pour savoir si le jeune veut observer, pratiquer, en fonction de la journée, si c'est plutôt des soins ou de l'hôtellerie pour voir, ou même les deux, si c'est possible, en fonction de la structure, qu'il voit et qu'il pratique les deux thématiques-là. Ok, parfait. Merci beaucoup pour vos réponses, mesdemoiselles, c'était un plaisir. Tout de suite, on va regarder le reportage d'Emmaüs sur le parcours du directeur. Moi, j'ai un parcours qui n'est pas linéaire. J'ai fait de la maintenance industrielle. Moi, j'ai commencé par faire un BEP, un bac pro en maintenance, et puis après, j'ai fait un BTS en maintenance industrielle. Donc, j'ai travaillé pendant 1 an dans une usine, et puis ça me plaisait pas, et j'étais sur un territoire où il n'y avait pas énormément de choses enfin, un territoire, c'est pas très sympa pour mon territoire, mais où je trouvais pas forcément ma voie, je savais pas comment trouver en extraire, et donc je me suis engagé dans l'armée. Okay. Voilà, donc j'ai été 5 ans, je suis parti faire une école militaire. Donc là, j'étais formé à la logistique. Donc c'est marrant parce que ça intervient aujourd'hui un peu dans mon parcours. Et puis je me rendais compte que c'était pas quelque chose pour moi. Je suis quand même resté 5 ans en tant que sous-officier, donc c'est un passage de ma vie quand même. C'est un peu là où j'ai découvert le métier d'éducateur spécialisé d'ailleurs, puisque j'accompagnais déjà les gens qui étaient dans mon groupe. Je les accompagnais. Souvent, ils venaient de quartiers défavorisés, des choses comme ça. Et puis déjà, je m'occupais de leurs papiers administratifs. Mais après, je me disais, moi j'ai envie d'être en lien avec le public. Donc j'ai refait un BTS, mais plutôt en technico-commercial, puisque j'avais déjà ce volet technique, puisque j'avais fait un BTS maintenance. Mais je me voyais pas faire autre chose. Je me disais, non, je vais me cantonner à cette première formation, qui est vraiment de la mécanique. Et si j'ai envie de rencontrer des gens et de faire quelque chose, un métier sur l'animation, il va falloir que je cherche autrement. Je pensais pas pouvoir m'extraire de ce côté technique. Donc j'ai dit, je vais faire technico-commercial, moi je veux voir du monde. Je me suis vite rendu compte que c'était pas du tout mon truc. Mais vraiment pas. Et c'est à partir de là que j'étais accompagné. C'était pas une mission locale, moi, à l'époque, mais c'était pas vrai, un dispositif d'emploi. À partir de là, on m'a dit, mais ce qu'il te faut, rapproche-toi plutôt du social. Donc je me suis rapproché du social, donc j'ai été bénévole chez Emmaüs à Paris. Alors bénévole, ici on est dans une communauté Emmaüs, donc c'est un modèle particulier comme on dit de ressourcerie, mais à Paris, là où j'étais, c'était plutôt pour s'occuper des personnes SDF. Donc j'étais dans un accueil de jour où j'ai été bénévole. Et puis de là, de fil en aiguille, de bénévole, j'ai été agent d'accueil, et d'agent d'accueil j'ai été animateur, et puis après je me suis dit, je vais passer mon diplôme d'éducateur spécialisé. Et donc éducateur spécialisé, donc je suis reparti 3 ans à l'école, et puis en parallèle j'ai fait une licence en sociologie politique. Qui n'avait rien à voir avec mon BTS maintenance ou mon BEP que j'avais fait des années avant. Et puis, je me suis retrouvé éducateur spécialisé en centre d'hébergement, maraude d'intervention sociale, dans différentes équipes, beaucoup de maraudes d'intervention, donc vraiment au contact des personnes SDF, avec toutes les problématiques que les personnes peuvent rencontrer à la rue sur le territoire dans le nord-est de Paris.
Et puis après j'ai transformé ça parce que je suis monté chef de service, donc après j'ai fait un master 2 en économie sociale et solidaire justement. Donc ce qui m'a permis après de me confronter à différents aspects comme la comptabilité, du montage de projet. Et donc c'est quelque chose qui aujourd'hui est à peu près cohérent, je crois, avec ma fonction ici. Ok, super atypique, franchement c'est bien, c'est enrichissant. Et quels conseils pour les jeunes vous pourriez donner qui sont intéressés par ce domaine social vraiment Eh bien, c'est un vrai métier, le social. C'est pas, voilà, on pourrait dire que le social, il suffit juste d'avoir un peu de bon sens, avoir envie d'aider, ça serait du social. Non, le social, c'est un métier qui s'apprend. Il y a des professionnels, il y a des éducateurs spécialisés, des assistants sociaux, il y a des animateurs aussi. C'est vraiment des fiches de poste et on doit se former pour faire ce métier-là parce qu'il y a des techniques, il y a un vocabulaire à apprendre. Il y a une protection aussi à avoir quand on va aider des personnes. Des fois, on va trop loin, on va pas assez loin, puis des fois, dans le coup, on peut faire plus de mal que de bien à la personne qu'on accompagne, et puis on peut se blesser nous aussi quand on accompagne les personnes, parce que on n'est pas assez armé, on n'a pas assez de réflexes pour faire face à des situations difficiles. Donc si on a l'envie, déjà, il faut passer par la formation. Pour moi, ça me paraît vraiment, vraiment important. Et c'est vrai dans le social, c'est vrai aussi dans le médico-social. Après, il faut y croire. Moi, je crois que mon parcours, il est pas du tout linéaire. Je croyais que j'étais cantonné. Moi, j'avais pas énormément de bons résultats. J'avais pris des voies professionnelles, mais en fait, ce qui veut rien dire. En fait, moi, je me mettais des barrières, vraiment des limites. Je me disais jamais j'arriverai à atteindre ce genre de choses. Bon, je l'ai atteint après 40 ans, quoi. Mais je l'ai atteint quand même, quoi. Mais j'aurais pu le faire à 30 ans. C'est juste que il y a un moment, je me suis donné la peine je suis là, il faut se rassurer aussi avec les choses, il faut aller se confronter au milieu professionnel, aller voir, échanger avec des professionnels, faire des immersions chez des professionnels, parce que ça rassure, et puis des fois on rencontre des personnes qui vous disent mais non, tu vas y arriver. Tout à l'heure j'ai commencé par dire tous les métiers s'apprennent. En effet, mais elles se formalisent et vraiment on consolide sa pensée avec une formation, quoi. Et moi j'ai tout le temps fait ça, j'ai commencé, tout à l'heure je parlais et je disais j'ai commencé par aller voir sur le terrain, et après j'ai validé par une formation. Ça permet de tout remettre dans l'ordre. Et donc c'est ça, d'être curieux, d'avoir les envies, et puis surtout de se former. Pendant une semaine, les jeunes de la mission locale de Granville ont découvert les métiers verts. Pendant ce temps, la brigade de reporters Normandie Jeunes faisait des reportages pour la mémoire positive. Chaque jour, ils ont fait des activités pour leur faire découvrir différents métiers. Ils ont découvert le garde-côte, le jardinage, la chèvrerie, la bergerie. Ils ont rencontré Alexandre, un maraîcher qui leur a fait découvrir les cultures et les chantiers de saison, ou encore Bertrand, qui, avec son âne Oscar, propose ses services de nettoyage des plages à différentes villes du territoire. Ils ont aussi cuisiné, participé à la construction d'une maison en terre-paille, se sont occupés des poneys du Poney Club de Saint-Martin-de-Bréal. Cette semaine a été très enrichissante pour les jeunes, qui ont pu découvrir tous ces métiers et leur territoire, mais aussi prendre conscience de leur engagement environnemental. Donc après cette vidéo qui clôture la semaine des métiers de la solidarité, nous allons passer à la deuxième thématique, les semaines des métiers verts. Aujourd'hui, nous accueillons Bertrand et Maë. Donc bonjour. Bonjour. Alors, je vais commencer par vous, Bertrand. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer votre métier ? Alors, mon métier, j'en ai pas qu'un seul déjà. Donc Bertrand, 50 ans, donc je suis en pluriactivité. Du coup, j'enchaîne les activités au fil des saisons. Là, en ce moment, par exemple, je ramasse des pommes pour faire du jus de pomme. Voilà, je continue à faire du fromage et puis j'entretiens des terrains aussi pour un exploitant agricole.
Et puis le nettoyage des plages, donc toute l'année, particulièrement l'été bien sûr, mais voilà, je fais aussi 2 collectes par mois hors saison. Ok, très bien. Et justement, pour en revenir à Oscar, Voilà. comment avez-vous eu cette idée? C'est venu en fait, c'est une reconversion, donc en fait le jour où je suis pas allé travailler, je me suis retrouvé donc sur mon précédent boulot, je me suis retrouvé sur la plage, histoire d'attendre les idées qui pleuvent. Et puis je me suis retrouvé sur la plage donc et j'ai commencé à ramasser des déchets et c'est là que je me suis rendu compte que avec mes 2 seules mains ça allait être long et impossible à faire. Et donc du coup c'est là que je me suis souvenu d'une précédente personne qui faisait ça sur Couteville et donc qui faisait ça avec des ânes, des bœufs, des chevaux de trait. Et c'est comme ça que c'est venu l'idée de l'âne. Ok, très bien. Et à peu près combien de kilos de déchets vous ramassez par mois ou par an? Donc en saison, en fait, c'est 3 mois, de mi-juin à mi-septembre. Et donc sur la saison, on ramasse entre 350 et 700 kilos sur 40 collectes. Donc voilà, ça fait en gros 10, 12, 13 kilos par collecte. Quand même, c'est pas négligeable. Ouais. Et qu'est-ce que vous en faites justement après de ces déchets? Alors c'est pareil, de ces déchets, grande question. En fait, je les trie, je les pèse, je reporte tout ce que je note, en fait, tout ce que je pèse, je le reporte dans un tableau. Et puis donc ces collectes-là, elles sont financées par GTM, Granville Terre et Mer. Et donc je retourne ça au service technique pour qu'on puisse faire un bilan chaque année de ce que je ramasse, l'origine des déchets, le type des déchets, voilà. Ok. Ouais. Très bien. Merci beaucoup. De rien. Donc Maë, alors bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter et expliquer un petit peu ce que vous faites? Moi je suis Maë Herp, j'ai 29 ans et un peu comme Bertrand, j'ai plusieurs activités en fonction des saisons. Là on rentre dans l'hiver donc je suis marionnettiste, ça c'est mon activité principale. Je fais du spectacle de rue en marionnettes géantes et je construis aussi des marionnettes géantes, des décors. Je fais de la soudure et je donne beaucoup d'ateliers, notamment en soudure, aussi en marionnettes. Donc je suis intermittente du spectacle et constructrice de décors. Plus je suis bénévole sur une ferme en polyculture qui est une ferme culturelle, donc c'est la raison pour laquelle je m'y investis, où on fait de l'éco-construction, notamment en terre crue. Et il y a un projet de pépinière, de maraîchage en traction asine et des animations jeunes publics. Ok, dis donc, ça fait pas mal de choses. Et justement, comment vous est venue l'idée de choisir la méthode de terre-paille, terre crue? Et on a acheté une terre où il n'y avait rien du tout de construit en bâtiment. Donc on s'est dit que c'était bien quitte à artificialiser un petit peu des sols, de faire ça avec des matériaux locaux et qui potentiellement pourraient se dégrader. Donc, dans un souci écologique et économique, on va dire, on est parti de fondations en pierre et à la chaux, parce que comme ça se faisait avant l'ère du ciment. Et puis, on s'est renseigné sur les techniques terre-paille, aussi avec des artisans qui nous ont accompagnés à des moments un peu stratégiques pour faire tout le bâtiment, qui est un bâtiment de 180 mètres carrés, où on intervient là, du coup, aussi pour la mission locale, à faire des enduits, à faire du remplissage en terre-paille. C'est très agréable à faire et à transmettre en autodidacte. Et comme on était, aucun des personnes de la ferme n'était habitué à travailler dans du gros œuvre, on a fait ce qui nous paraissait accessible. Ok, très bien. Et une autre question, qu'est-ce que ça vous a apporté à vous en tant que professionnel et personnes qui font des choses peu communes, parce que c'est peu commun, d'avoir des jeunes lors de cette semaine? Qu'est-ce que ça vous a apporté à vous? Donc, Bertrand, qu'est-ce que ça vous a apporté? En fait, moi, je me suis retrouvé... j'ai jamais su ce que je voulais faire. Et donc, du coup, l'idée, quand je reçois donc, les jeunes, c'est aussi de dire qu'avant tout, c'est avant de se dire qu'est-ce que je veux faire, c'est peut-être de se laisser l'occasion. C'est comme ça que moi, je suis arrivé aux activités plurielles. C'est-à-dire que de se laisser le temps d'essayer des choses sans être forcément sûr que ça va être son métier.
mais de se lancer, quoi, et d'essayer, de goûter aux choses. Et souvent, en fait, petit à petit, ça ne veut pas dire qu'on va toujours rester sur cette activité-là, mais en se donnant cette liberté-là d'y aller, sans trop se faire de plans sur la suite, ça permet de franchir ce premier pas. Et pour moi, c'est surtout ça qui est difficile quand on est jeune, quoi, de se sentir capable de le faire. Et donc, du coup, c'est ça que j'essaye de passer dans les rencontres, quoi. Ok, parfait. De se donner cette liberté. Ok, merci. Et vous, Maë ? Moi et plus largement nous, parce que je suis intervenue avec Gauthier, là, le pépiniériste, ce qu'on aime quand on fait... Enfin, du coup, je peux parler et pour la soudure et pour la terre. C'est un peu pareil, en tout cas de mon point de vue. C'est quand on fait la même chose toute l'année, nous, on peut se lasser un peu ou parfois avoir l'impression que ce qu'on fait, c'est pas tellement incroyable et génial. Et en fait, d'avoir aussi des regards neufs, ça nous redonne de la fraîcheur et on se rend compte qu'on a de la chance de faire ce qu'on fait au rythme où on le fait, d'avoir inventé notre métier ou notre activité et voilà, de juste s'amuser, passer un bon moment. Nous, on a aussi, pareil, le rapport aux animaux, donc que les gens voient les animaux, ça leur fait toujours du bien. Ça, c'est une des premières choses qu'on remarque, que ce soit à l'atelier avec le chien et à la ferme avec le chat, les poules, les chèvres. Oui. Il y a ça, du coup, qui est un peu, on va dire, un bénéfice secondaire de revoir la joie et la simplicité que nous, parfois, on perd quand on accueille des nouvelles personnes. Ok, parfait. Merci beaucoup Bertrand, merci beaucoup pour vos réponses. Et tout de suite, on va regarder un reportage de Trimaran. Alors je commence. Donc moi Fabienne Bénet, je suis directrice de Ose Recyclerie, Trimaran, depuis maintenant 1 an et demi. Et Léa Legulinel, je suis chargée de communication et de sensibilisation et conseillère en insertion socio-professionnelle chez Ose Recyclerie Trimaran depuis 1 an et demi aussi à peu près. Alors l'association, c'est Ose. C'est une association qui regroupe en fait 3 autres associations, petites associations. C'est Ose Environnement, Ose Recyclerie et Ose Service. On a le même conseil d'administration, mais on est indépendant au niveau des directions. Nous, on est une entreprise d'insertion, alors que Ose Service et Ose Environnement, ce sont des chantiers d'insertion. C'est pas exactement la même chose. Voilà. Et donc nous, du coup, on est une recyclerie. On récupère des objets donnés par des particuliers ou par des entreprises, des collectivités. On les remet en état et on les revend dans notre boutique. Et tous les bénéfices de ces ventes permettent de faire vivre la structure et de financer 5, bientôt 6 postes en insertion sur des missions de vente, conseil clientèle ou de manutention, enlèvement de mobilier chez les particuliers, récupération de meubles à la déchetterie. Et donc voilà, ça permet toute cette activité-là permet de financer. Voilà. On a 3 valeurs fortes en fait à Ose Recyclerie. C'est le réemploi donc de tout ce qui est des dons. Et la deuxième chose, c'est l'insertion professionnelle. C'est vraiment notre axe fort. Et le troisième, c'est la sensibilisation pour faire en fait communiquer à l'ensemble que voilà, on a l'idée de recycler est importante maintenant dans notre société. Alors déjà, nous, on accueille des jeunes avec plaisir, aussi bien en stage, aussi bien aussi en tant que bénévole, puisque nous, on a 70 bénévoles et c'est important aussi de souligner que voilà, on accueille des jeunes avec plaisir, qu'il y a des postes à pourvoir régulièrement. En fait, il faut attendre qu'une personne puisse trouver un job pour pouvoir le remplacer, donc c'est plus vite. En fait, nous on est contents, en plus ça se renouvelle, ça veut dire qu'on a fait bien notre métier, donc c'est parfait. Mais donc oui, nous on accueille les jeunes avec plaisir, et si on peut leur conseiller, c'est leur dire mais essayez, n'ayez pas d'a priori, tentez toute expérience, c'est bon à prendre. Et au niveau, en tant que client, les jeunes dans la ressourcerie, c'est vrai que c'est une clientèle qu'on n'a pas forcément beaucoup, en tout cas qu'on a de plus en plus, que du coup on vend tout type d'objets, qu'on a beaucoup de dons d'électroménager, de textiles, de décoration, même de mobilier pour meubler un premier appartement. On a récemment équipé les colocs du CLAGE et de la mission locale avec du mobilier récent, moderne,
Alors, on a plein de choses chez Trimaran et donc il ne faut pas hésiter à venir passer la porte en tant que client, puisqu'il y a pour tous les goûts, tous les âges, tous les styles. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à venir en tant que client chez Trimaran, même quand on est jeune. Est-ce que vous faites partie du CRAR? Oui, on fait partie du CRAR. Donc pour le CRAR, ça rassemble en fait toutes les ressourceries de la Normandie. C'est un réseau qui est hyper important pour nous parce qu'on échange des bons procédés ensemble. Ça nous permet aussi d'avoir un poids. En fait, c'est le lobbying, en fait, un poids en fait par rapport au recyclage, puisque on est toujours en fait en négociation avec tous les systèmes des écosystèmes en fait, et tous ceux qui gèrent en fait le recyclage. Donc c'est important de se regrouper pour pouvoir faire poids par rapport à ces personnes-là, et puis de se faire entendre aussi par rapport au gouvernement ou via l'ADEME. C'est important aussi de se regrouper. Alors oui, c'est une partie des fonctions du CRAR, puisque le CRAR propose aussi des formations pour les personnes vraiment dans les ressourceries, par exemple, il propose des habilitations électriques, des choses comme ça. Il rassemble aussi les bonnes pratiques, par exemple le bon fonctionnement d'une ressourcerie. Ils aident un peu, par exemple, si une personne souhaite monter une ressourcerie, ils vont les conseiller. Il y a aussi un rapport d'explication, d'information qui est important. Et oui, sur le recyclage, c'est aussi une partie, mais aussi ils rassemblent les données, par exemple, admettons la CAF va fermer dans un pôle, ils vont rassembler tout le matériel, alors c'est des très, très grandes quantités de bureautique, et ils vont demander, par exemple, à dispatcher sur la région. Des choses aussi qu'ils font. Voilà. Nous, on a plus en termes de conseils, et puis d'informationnel aussi, parce qu'ils sont vraiment à la base d'un réseau, donc ils nous donnent aussi, ils ont un système de newsletter où ils nous donnent beaucoup d'informations et beaucoup de liens en fait, d'interaction avec d'autres ressourceries ou d'autres éco-organismes. Ça nous permet par exemple en termes de sensibilisation d'avoir toute une base de données, d'outils qu'on peut se partager entre structures. Voilà, nous, si on crée un outil, par exemple, pour un atelier de sensibilisation quelconque, on peut aussi le partager via le réseau du CRAR. Et du coup, ça permet de gagner un temps et une qualité de travail via le partage d'informations. C'est vraiment un réseau très actif. On passe maintenant à la fin. Donc bonjour Charlie, bonjour Morgane, bonjour Vanessa. Bonjour. Bonjour. Alors, Morgane, je vais commencer par vous. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter et expliquer le projet ? Alors moi, je suis animatrice nature indépendante, donc à mon compte. Et je suis missionnée par la mission locale pour coordonner le séjour des métiers verts. Donc coordonner, ça veut dire préparer le séjour en amont, donc le planning, trouver les différents intervenants, organiser en fait le quotidien aussi. Donc ça va être les repas avec la structure qui accueille. Et puis et ensuite c'est animer ce séjour pendant la semaine, donc les 5 jours et 4 nuits où on va partager ce moment ensemble. Ok, très bien. Et qu'est-ce que ça vous apporte, vous, personnellement, d'être en collaboration avec la mission locale sur ce projet ? Alors ça apporte beaucoup personnellement. Alors déjà ça fait 4 ans qu'on mène ce projet, donc c'est vrai qu'il y a une vraie collaboration et un plaisir aussi de travailler ensemble. Le plaisir aussi c'est de voir tous ces jeunes, alors j'ai pas fait le compte mais ça doit faire presque 100 jeunes qui sont passés sur ce séjour. Et de voir les différents parcours, de pouvoir les revoir ensuite et voir comment ça peut chambouler certains parcours de vie, de juste passer 5 jours à rencontrer des professionnels, à tester des activités, à être bien avec d'autres jeunes, à passer des moments un peu en parenthèse de leur vie, on va dire en dehors. Et du coup, ça fait du bien de les voir. La réaction au bilan à chaque fois, c'est moi j'en ai les larmes aux yeux, quoi. Ok. Voilà. Très bien, super. Merci beaucoup Morgane. Donc Vanessa, est-ce que vous pouvez vous présenter et expliquer ce que vous faites ? Oui, moi je suis Vanessa Desjardins, je suis conseillère en insertion sociale et professionnelle au sein de la mission locale du bassin d'emploi Grand-Villers.
J'interviens sur le site de Granville, mais également sur les 2 permanences de Sérance et Bréal. Et j'ai une référence autour du développement durable, la santé-prévention, le logement et la mobilité locale. Voilà. Ça fait pas mal de choses. Alors, pardon. Pourquoi et comment avoir créé ce projet-là de la Semaine des métiers verts ? Alors, ce projet, en fait, il émane d'une réflexion qui était de se dire, les jeunes aujourd'hui, sur le territoire de GTM, connaissent assez mal, en fait, ce territoire. Et c'était comment on peut leur permettre de mieux découvrir ce territoire et notamment les métiers en lien avec la transition écologique, puisqu'il y avait un enjeu fort aussi de ce point de vue-là. Et c'est comme ça que le projet est né. Ok. Et d'où l'idée après de leur ouvrir ce sas de découverte en fait. Donc on est vraiment, tout à l'heure Morgane disait que c'était une parenthèse et c'est vraiment ça. C'est une parenthèse, un sas de remobilisation pour certains et qui permet justement de vivre des expériences positives en rencontrant des professionnels qui sont passionnés en fait par leur métier. Souvent des professions qu'ils ne connaissent pas, donc c'est vraiment une vraie découverte et surtout on est dans le cadre d'une visite apprenante. Parce qu'en fait, on va considérer parce que c'est dans le faire, en fait, que le jeune se révèle. Et là, c'est vraiment l'expérimentation qui fait toute la valeur de ce séjour. Ok. Et est-ce que vous avez des retours de jeunes qui, après, par exemple, je sais que personnellement, avec Charlie, ce qu'on a le plus apprécié, c'était la soudure. Oui. Et est-ce que vous avez des jeunes qui, par exemple, après, se lancent dans la soudure, font des études dans ça ? Est-ce que cette semaine... tout comme la solidarité, après, ça apporte vraiment des vraies perspectives d'avenir aux jeunes. Ils se disent, ça y est, j'ai trouvé ce que je veux faire. Alors, il y a plusieurs enjeux autour de cette semaine-là. Il y a à la fois ouvrir le champ des possibles et découvrir effectivement des métiers qu'ils ne connaissent pas. Il y a aussi vivre le collectif, et ça, Morgane en a parlé, et ça, c'est hyper important. Et on n'a pas la prétention pour les jeunes qui intègrent ce séjour de faire tous deux soit des soudeurs, soit des maraîchers ou des éleveurs ou que sais-je encore. Mais néanmoins, c'est leur offrir des perspectives de solutions. Et on a quelques exemples de jeunes qui, du coup, en tout cas, ont eu un intérêt à un moment donné dans leur parcours de tester, de vouloir aller un peu plus loin suite à une journée passée, justement. Alors là, je pense tout de suite sur la dernière semaine, je pense à un jeune qui s'est essayé au maraîchage sur finalement 2 demi-journées et là, qui a envie d'aller creuser justement sur cette piste-là. Alors, ça aboutira pas, ça c'est l'avenir qui nous le dira. Mais en tout cas, voilà, ça ouvre des pistes sur la suite à donner. D'autre part, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on observe aussi, quand on est, nous, conseillers à la mission locale et qu'on participe avec les jeunes sur ces ateliers, on observe des compétences qui sont aussi transférables vers d'autres métiers. Donc ça nous permet aussi de faire des passerelles vers d'autres métiers et encore une fois d'ouvrir, mais encore plus grand, le champ des possibles. Dire, OK, moi, ce que j'ai pu observer là, tu vois, clairement, tu peux le mettre, tu peux utiliser cette compétence-là dans tel type de secteur d'activité, donc du coup après on va l'explorer, mais ça c'est tout le... Après c'est le temps en fait qui fait qu'on aboutit à un projet plus qu'à un autre quoi. Ok, parfait, merci beaucoup, c'était super intéressant. Donc Charlie, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, je m'appelle Charlie, j'ai 19 ans, je suis en service civique à la mission locale du bassin d'emploi Grandvillers depuis environ 2 mois. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette semaine ? Je suis ressorti de cette semaine avec un avis très positif. J'étais un peu sceptique au début parce que c'est vrai que je ne connaissais pas du tout. Mais en l'ayant fait et en ayant plus ou moins participé, c'était quelque chose de très agréable. Est-ce que justement, toi, donc, tu es service civique et qu'est-ce que ça t'a apporté ? Qu'est-ce que ça t'a fait voir de différent en tant que service civique cette semaine ? Qu'est-ce que tu as pu faire qui était différent ? Comment tu as vu les choses d'une autre façon, du coup, je suppose ? Oui, c'est vrai que moi, j'étais là, du coup, en tant que service civique, avec la mission de prendre des vidéos et de faire des photos et pour avoir un résultat et de la matière pour pouvoir travailler dessus après.
Et c'est vrai qu'il y avait une petite différence entre les jeunes qui étaient directement dans les ateliers et qui les faisaient, et moi qui étais à côté et qui voyais, mais pour autant, il n'y avait pas non plus une certaine distance, c'est-à-dire que j'avais beau ne pas être là pour faire des activités, c'était un peu comme si je faisais partie du groupe, quoi. Et est-ce que tu as eu des retours des jeunes un petit peu par rapport à cette semaine? Alors oui, ça a été tout au long de la semaine. C'est vrai qu'au début, tout le monde était un peu sceptique, il y en avait qui ne savaient pas trop peut-être pourquoi ils étaient là, ou ils ne savaient pas à quoi s'attendre, et puis oui, tout le monde appréciait les activités. Ok, très bien. Bon, merci beaucoup Charlie, merci Vanessa, merci Morgane, pardon. Donc le plateau télé est terminé. Donc je tiens également à remercier la régie pour avoir participé et permis ce plateau. Sinon ça aurait été un petit peu compliqué. Et à très bientôt pour une prochaine émission.